Bonsoir à toutes et tous. La CPTS est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié au mois sans tabac. Ce mois est bien plus qu'une simple campagne de sensibilisation. Il s'agit d'une véritable opportunité pour chacun de nous de réfléchir sur les effets du tabagisme et de prendre des mesures concrètes pour améliorer notre santé, celle de nos proches et de nos patients. Nous allons explorer ensemble les enjeux liés à l'arrêt du tabac, les stratégies pour surmonter les défis et les ressources disponibles pour soutenir ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure, dans cette démarche. Pour cela, nous avons la chance d'avoir à nos côtés ce soir des experts en addictologie qui vont vous présenter les différentes étapes de l'arrêt du tabac et l'accompagnement. Nous avons le docteur Walid Kassem, médecin addictologue au CHU Carremo, mesdames Carole Rossignol-Koretsky et Sandrine Bernard, infirmière tabacologue, madame Sophie Davoine, diététicienne, Monsieur Dumas-Olivier, psychologue, et le docteur Céline Debris, médecin généraliste, qui va répondre à vos questions écrites à travers le question-réponse qui se trouve en haut du diaporama, en haut de votre écran, avec le sigle Q et R. Il y aura 20 minutes de réponse à la fin avec les différents intervenants. Vous ne pourrez pas prendre la parole oralement, les micros vont être coupés en début de présentation pour une meilleure écoute. Le webinaire sera enregistré et vous recevrez le lien par mail afin de pouvoir le réécouter. Merci d'être ici pour participer à cette présentation essentielle pour faire un pas vers un avenir sans tabac. Je vais laisser maintenant la parole à Walid Kassem. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Merci à Célénie, merci à Carole. Moi, je suis le docteur Kassem. Je travaille au CHU, en tout cas sur Nîmes, unité de tabacologie, sevrage tabac et addictologie. Je suis de formation médecine générale et puis après, j'ai fait la CAPA addictologie par la suite. J'ai fait des diapositives en fait pratico-pratiques dans le sens où ce que je veux, c'est vraiment délivrer quelques petits messages importants et ne pas faire un cours exhaustif ou tenter de faire un cours exhaustif sur le sevrage tabac. Voilà. Donc, les patients qu'on a qui viennent nous voir, entre autres, pour arrêter de fumer, ou des patients qui viennent, pour qui, effectivement, arrêter de fumer n'est pas une priorité, il faut savoir, effectivement, aborder la question. Un point qui est très important, c'est en entretien motivationnel, on parle de DFD, demander, fournir, demander. Un point qui est important parce que si un patient vient et qu'on lui donne l'information, oui, vous avez des artères qui ne fonctionnent pas à cause du tabac, c'est pas la même chose que si on pose la question, à votre avis, est-ce qu'il y a un lien entre un problème d'artère au niveau des jambes, au niveau des membres inférieurs et le tabac que vous fumez? Donc, c'est un point qui est important parce que ça évite qu'on soit, comment dire, intrusif et ça évite le fameux réflexe correcteur. On dit qu'il y a une forme de réactance, une forme de résistance du patient. En fait, on veut le pousser dans un endroit, il nous repousse dans l'autre, il refuse. C'est quelque chose qu'on peut également retrouver chez nous tous, hein. Donc, ce point-là, il est important. Donc, le fameux DFD, puis les coaddictions également avec le tabac, en fait, hein. Quelqu'un qui fume et qui dit fumer juste pendant les apéros, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fume effectivement chez lui à la maison tout seul. Donc, les coaddictions, à savoir consommation avec cocaïne, alcool, ça vaut le coup de poser des questions et de savoir en fait s'il y a un contexte de consommation qui va avec. Donc, on évalue également la dépendance avec le test de Fagerström, le fameux test de Fagerström qui est assez court en 2 questions. Combien de cigarettes par jour? Première question. Et surtout, après combien de temps faut-il le matin au réveil pour fumer sa première cigarette? Le délai. Il est important parce que plus le délai est court, un fumeur, quelqu'un qui se lève le matin, qui fume sa cigarette en 2 minutes, avant la douche, avant de faire couler le café, c'est pas la même dépendance que celui ou celle qui va fumer à 11h ou à midi. Donc, il fume sa cigarette effectivement à 10h30, 11h, qui peut très bien se lever le matin, aller travailler, tenir 2-3 heures sans fumer. Donc, n'hésitez pas, effectivement, sur des questions, si des patients ont difficulté à les envoyer, effectivement, en consultation tabacologie, c'est CHU de Nîmes. Le point qui est essentiel, qui est crucial pour moi, que vous compreniez, hein, le message, c'est qu'arrêter de fumer, c'est modifier un comportement. Ça prend du temps. Arrêter de fumer, en fait, il faut un peu de temps pour qu'une consommation, une addiction au tabac s'installe. Donc, pour arrêter de fumer, c'est pas j'arrête de fumer, je pose la cigarette comme je pose le stylo, j'écris puis je pose le stylo. Non, arrêter de fumer, c'est plutôt apprendre une langue étrangère. Donc, apprendre à son cerveau une langue étrangère, apprendre à gérer ses envies, apprendre pendant toute sa phase, pendant tout son sevrage, même après avoir arrêté de fumer, les années qu'il aura toujours des envies. Donc, apprendre à reconnaître ses envies, apprendre à gérer ses envies. Donc, c'est une langue étrangère, en fait, hein. Donc, c'est
D'où la difficulté de toute addiction en général. Donc, le premier point, c'est repérer également, en fait, repérer et évaluer son craving, ses envies de fumer. Il y a des questionnaires pour ça, il y a des gens qui ont un craving qui est très fort. Le craving, c'est le mot-clé dans les addictions. Le craving, c'est cette envie irrépressible de consommer. Envie irrépressible de consommer des formes de cigarette. Envie irrépressible de consommer sa cocaïne pour les patients qui sont addicts. Donc, je rappelle juste que la cigarette, c'est un contexte qui fait qu'on fume une cigarette, on va acheter un paquet de cigarettes. Mais je vous rappelle que pour les autres drogues, il y a des gens en fait qui mettent des centaines de milliers d'euros là-dedans. Donc, cette envie irrépressible, ce craving, c'est pas une petite envie, c'est pas une envie de chocolat, c'est une pulsion. Ça vient d'un dérèglement qui se fait dans le cerveau, du circuit de la récompense, qui fait qu'on veut avoir sa récompense. Et ça, il faut le prendre en considération chez un patient qui est fumeur. Parce qu'un patient qui est fumeur, au départ, on met des patchs, on peut avoir en fait un résultat assez rapide, mais ça peut prendre du temps, on peut caler parfois. Mais c'est pas grave, ça prend un peu de temps, mais on finit par y arriver. Donc ce mot craving, en fait, je vous invite vraiment à prendre ça en considération, parce que c'est un mot qu'il faut toujours réévaluer. Et vos envies de fumer, elles sont là, quand est-ce qu'elles viennent? Le matin, le soir, quand tout le monde fume, à la pause café avec tout le monde. Donc, ce craving-là, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps en consultation. Mais également, poser des questions sur les comorbidités psychiatriques. Alors, quand je dis comorbidité psychiatrique, ça peut être des grosses comorbidités psychiatriques ou ça peut être juste un trouble anxieux. Je vous rappelle qu'en trouble anxieux, c'est de la psychiatrie. Il y a beaucoup de gens qui sont anxieux. En soi, ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas prendre un patient en charge pour un sevrage tabac si on sait qu'il y a un trouble anxieux assez fort. Les gens le disent. Docteur, je ne peux pas ne pas fumer. Typiquement, c'est le patient qui vient, qui vous dit, docteur, 3 heures sans fumer, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Donc, à ce compte-là, les mesures de prise en charge médicamenteuses, j'entends par là nicotine, ou non médicamenteuses, j'entends par là, nicotine et anxiolytique si nécessaire, ou non médicamenteuses, par exemple activité physique, sport, psychothérapie. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable à mettre en charge. Et souvent, nos patients qui essayent seuls et qui n'y arrivent pas, ce sont nos patients anxieux. Et même nos patients anxieux qui fument 3-4 cigarettes par jour, qui ont besoin de ça, typiquement, c'est un patient qui est anxieux, qui a une bouffée d'anxiété, le craving qui doit être à 3 ou 4, quelqu'un qui est anxieux, il va s'estimer avoir un craving à 7, 8, avec une envie indispensable, irrépressible, et il va fumer sa cigarette. On va également évaluer, effectivement, poser des questions sur les antécédents dépressifs. Si quelqu'un, effectivement, dans son passé a eu des dépressions, on peut parfois retrouver chez les patients à qui on fait un sevrage tabac un fléchissement de l'humeur. Donc ça existe. Il y a des tabacologues qui donnent carrément du séroplex, des antidépresseurs à des patients pour arrêter de fumer. Ça peut arriver. Il faut le chercher. On cherche également les comorbidités somatiques, donc, entre autres les antécédents cardiovasculaires. Cardiovasculaire, ça veut dire AVC, ça veut dire artériopathie orbitale des membres inférieurs, ça veut dire somatique, ça veut dire aussi BPCO, bronchite du fumeur, et pas uniquement le cancer du fumeur en fait. Donc l'autre point, c'est poser la question, pourquoi arrêter de fumer? Pourquoi arrêter de fumer, c'est aussi fait partie du discours changement. Le discours changement, c'est une des techniques qu'on utilise effectivement en entretien motivationnel, c'est faire émerger le pourquoi. Pourquoi arrêter de fumer? Alors, on peut parler du discours maintien. Pourquoi je continuerai à fumer? Parce que j'ai plaisir à fumer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire émerger le discours maintien, le discours changement, c'est-à-dire vers quoi je tends, vers quoi je veux aller. En fait, je veux voir là où je veux aller. Parce que c'est bon, parce que c'est mieux, parce que les aliments ont un meilleur goût, parce que ma femme sera contente de moi, parce que mes enfants seront fiers de moi. Ça, c'est important. Les motivations financières également. Donc, on a de plus en plus de patients qui viennent et qui nous le disent, docteur, j'ai honte de vous dire ça, mais je veux arrêter de fumer pour des raisons financières. Je n'arrive pas à arrêter parce que ça me coûte trop cher. Et ça, j'avoue qu'au départ, en ce qui me concerne, je ne le comprenais pas. Pour un médecin, je veux arrêter de fumer parce que ça me coûte cher. Mais bon, c'est une raison comme une autre et qu'il faut prendre en considération. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est OK. L'environnement fumeur, ça c'est un point qui est également important. Un patient qui fume et qui a un environnement fumeur, c'est délicat. Donc, ce qui est important à savoir, c'est ses amis fument, le conjoint ou la conjointe fume, et est-ce que le soutien? Et attention, là aussi, on peut avoir des surprises. On peut avoir une espèce de mini-compétition avec des couples où
Alors, on ne sait pas trop, en fait. Il y a le conjoint qui veut arrêter, l'autre qui ne veut pas, qui n'y croit pas trop. Ça, là-dessus, il faut quand même poser les questions, quitte parfois à recevoir en consultation les deux, le couple, les deux, savoir qui fait quoi, est-ce qu'il y a une aide ou pas. Explorer également l'ambivalence. Alors, l'ambivalence, comme le mot ambivalence, comme le mot craving sont très, très importants. L'ambivalence, c'est ce côté je veux arrêter de fumer et le côté j'ai quand même plaisir à fumer. Ça fait du bien. L'apéro, un petit verre de vin, un petit verre d'une cigarette, ça fait du bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est faire comprendre que l'ambivalence est normale. Il y a toujours un côté qui veut, un côté qui ne veut pas. Et en fait, faire comprendre qu'il faut déculpabiliser les gens par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un côté qui veut fumer. Et même 10 ans après l'arrêt du tabac, il y aura toujours parfois, de temps en temps, un petit côté qui veut continuer à fumer. Et c'est OK. C'est OK. On le sait. On sait que ça existe. On apprend à le reconnaître, on apprend à le voir. Hein, et on apprend à faire avec. D'où modification comportementale. Ça prend du temps. Modifier ses habitudes. Les traitements médicamenteux, entre autres, c'est les traitements substitutifs nicotiniques qui sont nécessaires. Hein, le fameux patch, la nicotine, qui sont nécessaires mais pas suffisants. Très important ça en fait. En médecine générale, on prescrit souvent des patchs, sauf qu'il n'y a pas de suivi derrière. Et souvent, la poso n'est pas forcément la bonne, quoi. Et ça, il faut y faire attention en fait. Donc, la nicotine, quand quelqu'un fume une cigarette, il tire sur sa cigarette, en 7 secondes, la nicotine arrive au cerveau. D'accord? Est-ce que vous voyez la souris qui bouge sur le... Vous la voyez, la souris? Bon. Vous avez des pics de nicotine. Ce pic de nicotine, vous fumez, vous avez un pic de nicotinémie. Ce pic de nicotinémie donne un pic de dopamine. Ce pic de dopamine donne un pic de plaisir. Donc, on a un pic de plaisir qui arrive. Et donc, quand il n'y a plus de nicotine, il y a un déplaisir. Donc, on descend. Donc, c'est ça un sevrage. Et c'est délicat, il faut le comprendre en fait au niveau biologique. Donc, du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est éviter ces pics. On veut aplatir ces pics de nicotine. OK? Donc, d'où l'intérêt effectivement de mettre un patch qui a une libération prolongée, qui lui, le patch, va adoucir la pente. OK? Il n'en reste pas moins que ces pics de nicotine, quand on a des envies assez fortes, on peut mettre un patch qui est la base de la pyramide et rajouter des pastilles à sucer pas à croquer, qui vont nous aider effectivement à donner ce petit shoot de nicotine qu'on souhaite avoir. Donc, vous voyez ici que sur la cigarette, il y a un pic de nicotine qui est assez important. Les timbres, les patchs sont à ce niveau-là. On les voit ici. Hein. Donc, comme je vous disais, le patch, c'est vraiment la base de la pyramide. En fait, vous mettez votre patch sur 24 heures, sur 16 heures, c'est pareil. On peut 16 heures pour 24 heures, mais vous dormez avec. J'attire votre attention sur un point qui est important, c'est que c'est quand vous mettez un patch sur 24 heures, vous dormez avec, le matin au réveil, vous n'êtes pas sevré en nicotine. Vous vous réveillez le matin avec de la nicotine dans le sang. Ce qui veut dire qu'il y a moins d'envie de nicotine. OK? Ça, c'est un point qui est important. On voit bien ici que le patch, la pente est douce, ce qui nous arrange parce que nous, on va aplanir ces pics de plaisir, ces pics de nicotine qu'on retrouve avec la cigarette. On peut rajouter des gommes, on peut rajouter effectivement un spray, on peut rajouter effectivement des pastilles. OK? Donc les substituts nicotiniques, on les met, ils sont indispensables. On dit qu'il y a 1,55% de chance d'arrêter de fumer avec les patchs. Autant dire que ça marche très bien, les substituts nicotiniques. Surtout quand on associe les formes, en fait. Forme patch plus forme pastille. Forme patch plus gomme, par exemple. Forme patch plus on peut utiliser l'inhaleur. On peut utiliser les sprays. Donc, attention, très important, la poso adaptée. L'autre point qui est important. Quelqu'un qui va avoir son médecin généraliste quand on vient nous voir en consultation, hein, et qu'on nous demande effectivement, je fume 20 cigarettes par jour. OK, 1 mg de cigarette, une cigarette, c'est 1 mg de nicotine. Donc, vous choisissez ça, 20 cigarettes, quelqu'un qui fume un paquet, on mettrait classiquement un patch de 21 mg. Classique, ce qu'on nous a appris. Ce qu'il y a, c'est que on est tous un peu différents. Le patient qui est anxieux, lui, il faudra mettre plus de nicotine. La dame ou la jeune femme qui est en âge de procréer, avec les hormones, on mettra beaucoup plus de nicotine. Donc, en fait, l'idée étant... Et puis, le risque de surdosage est faible. Ça sera peut-être des maux de tête ou un goût de cendrier dans la bouche, mais en clair, vaut mieux risquer le surdosage que pas assez. On n'hésite pas à monter en nicotine en posologie. C'est pas rare qu'on a des patients qui viennent pour un paquet, 20 cigarettes par jour, et qui ont mis 2 patchs.
Après réévaluation, on peut mettre 2 patchs de 21 mg. Et ce n'est pas un problème, c'est OK, il n'y a pas de souci. Okay, d'où l'intérêt de la réévaluation. Les patchs, on a des patchs de 21 mg, de 14 mg et de 7 mg. Okay, on n'hésite pas à faire un patch de 21 plus 7 mg. L'idée, c'est de trouver la bonne combinaison pour le patient. Et le maître étalon, c'est le patient qui va dire « ça va mieux, j'ai moins envie de fumer ». Donc, un point qui est aussi également important, c'est le patch, on peut l'utiliser, on peut le coller, on peut utiliser également les pastilles, mais on peut également autoriser le patient, si le patient dit « docteur, j'ai des envies qui sont importantes, craving, envies irrépressibles », on dit « ok, on garde le patch, on n'enlève jamais le patch ». On peut fumer avec le patch. Je répète, on peut fumer avec un patch sans problème. Hein, on ne risque pas d'enlever le patch. Donc, on apprend de nouvelles habitudes. Et si dans cet apprentissage, on fume une ou 2 cigarettes par jour, celles qui sont indispensables, les fameuses cigarettes plaisir, hein, celles du matin au café qu'on ne peut pas arrêter comme ça facilement, ou celles du soir au repas du soir, on peut autoriser. On peut autoriser en fait les 2 premières semaines par exemple. Ce n'est pas un problème. L'anxiété. Donc, l'anxiété, on ne peut pas ne pas la prendre en considération. Qui dit anxiété dit, on en parle, on discute. C'est aussi le moment où on dit aux patients, si vous fumez, c'est que vous êtes anxieux. Et qu'est-ce que vous faites pour votre anxiété? Ah, mais je fais rien. Mais qu'est-ce que vous faisiez avant quand vous étiez étudiant? Je faisais un peu de sport. Ça allait mieux. Depuis que j'ai les enfants, j'ai plus le temps de rien faire. Donc, cette anxiété, il faut la creuser. Il faut en parler parce que ça va initier, ça va être la porte d'entrée pour essayer d'introduire une activité plaisir-loisir, une activité physique, par exemple. Ou apprendre à cuisiner, jardiner, une activité plaisir, une activité qui va nous amener à développer des émotions positives, qui vont essayer effectivement de contrer ces petites frustrations qui sont dues au craving, qu'on va essayer de gérer, apprendre à gérer. Le syndrome dépressif, effectivement, si on a un syndrome dépressif, on n'hésite pas à aller sur l'antidépresseur. On n'hésite pas à en parler. D'ailleurs, on n'hésite pas à aller sur l'anxiété ou la dépression lors de la consultation, effectivement, lors d'une première consultation sevrage tabac, quand un patient veut arrêter de fumer, le mieux, c'est de faire une consultation dédiée au sevrage tabac et ne pas dire on vient pour une douleur de dos ou une douleur pour une rhinopharyngite, tiens, je vous mets un patch. Surtout pas, parce que là, la consultation n'est pas. Il faut faire une consultation dédiée. Et on parle de ça, on parle d'anxiété. On pose des questions, on fait passer un questionnaire, le fameux questionnaire HAS. C'est un questionnaire qui, en 21 questions, on arrive à gérer. En un questionnaire, on fait le point sur l'anxiété, sur la dépression. Et n'hésite pas à en parler parce qu'il faut en parler et faire montrer au patient, le mettre dans la situation où dire monsieur, vous êtes anxieux. C'est un vrai travail qu'il faut faire. Et le lui dire, lui faire comprendre, toujours avec le DFD, demander, fournir, demander, va nous aider effectivement à mettre comment dire, mettre effectivement, montrer au patient qui c'est pas qu'il fume parce qu'il a envie de fumer. Il fume parce que d'une part, il est dépendant et d'autre chose, il y a un trait anxieux, donc il y a un trait personnalité, tempérament anxieux en lui, pour lequel il n'est pas juge, hein, il le subit aussi, et qu'il faut prendre en considération. Donc, traitement et mesures non médicamenteuses. Donc, la prise de poids, qui est également un frein qu'il faut explorer, poser la question, quels sont les freins? Et donc, on n'hésite pas, mais je pense que Sophie en parlera un peu plus mieux que moi, à avoir recours à une diététicienne. Voilà. Au niveau médico-médical, nous, on dit classiquement que quand on arrête de fumer, il y a une petite prise de poids, mais on reprend le poids de forme, en fait. On reprend un poids qu'on avait avant si jamais on ne fumait pas. Voilà. Activité plaisir-loisir, c'est quoi? C'est tout sauf futile. C'est tout sauf, bon, je le verrai plus tard, pour un patient qui est anxieux, qui a du mal à arrêter, qui a déjà fait des tentatives de sevrage, pour qui arrêter est difficile, développer une activité plaisir-loisir, riche en émotions positives, ça ne peut que l'aider à essayer de, comment dire, de gérer mieux ces petites frustrations dues au manque de tabac, au craving. Au CHUD, il y a des groupes de gestion des émotions. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand je dis gestion des émotions, on parle de gestion du craving toujours, hein, en fait. On a envie de fumer, il faut vraiment apprendre, là c'est un point qui est important, j'en termine par ça, apprendre à reconnaître son craving, à reconnaître ses envies de fumer, le voir. Hein. C'est le maître mot, c'est voir ses envies de fumer. C'est le patient qui vient et dit, docteur, oulala, j'étais là, et j'ai une envie, mais alors une envie de fumer, ça m'a pris aux tripes en fait. Et voilà, et j'ai failli craquer. J'ai failli. Et qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, j'ai bu un verre d'eau, je suis sorti sur le balcon, je suis parti parler avec mes collègues. La question c'est qu'est-ce que vous avez fait et comment vous avez réagi? Toutefois, il est important de savoir que même
si des fois on a une envie qui arrive, on la voit arriver, elle nous submerge, cette vague nous submerge, on fume une cigarette, mais on renforce, on dit c'est bien quand même, parce qu'on l'a vu, on le voit. Et ça, c'est un point qui est important à travailler. Et c'est comme ça que nos patients arrivent. Je reviens sur le mot modifier un comportement, apprendre un nouveau comportement, réapprendre apprendre à voir ses émotions et son craving. D'où l'intérêt d'apprendre à faire de la gestion des émotions. Et attention, on gère d'autant mieux ses émotions quand on apprend quand on fait des activités plaisir, loisir, quand on apprend à prendre le temps pour soi. C'est pas facile, hein, ça s'apprend. Voilà, c'est pas quelque chose il y a des gens qui l'acquièrent plus facilement que d'autres, mais ça s'apprend. Dans les groupes de mindfulness de pleine conscience, il y a des études aux États-Unis qui mettent ça en évidence, hein. Il y a quand même des groupes, ils ont fait des groupes arrêt tabac avec le sevrage, avec la nicotine, les pages de nicotine, et groupe arrêt tabac seulement avec la mindfulness. Donc, elles nous ont montré effectivement que les groupes pleine conscience, les groupes gestion des émotions sans page de nicotine, le taux d'abstinence est le plus important, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est le taux, même les patients à qui on a appris à gérer mieux leurs émotions, quand ils rechutent, c'est-à-dire quand ils refument, ils fument moins parce qu'ils gèrent mieux leurs émotions, parce qu'ils gèrent mieux leur craving, leurs envies de fumer. Et tout ça, en fait, ce point-là, il est indispensable parce qu'en fait, on va revoir le patient et faire un suivi. Donc, évaluation craving sous TNS. On réévalue le craving et on réévalue effectivement les pages de nicotine et les pastilles et on rajoute. Les études parlent de sevrage tabac en 3 à 6 mois. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, hein. Parfois, on dépasse. Et si on dépasse, c'est OK, c'est pas grave. La nicotine, on peut monter, c'est OK, c'est pas grave. On peut augmenter les posos sans problème. OK? Je vais arrêter là et j'en arrêterai juste pour dire effectivement pour les sages-femmes également, un point qui est indispensable, c'est que les femmes enceintes ont du mal à parler de ça. Donc on n'hésite pas à poser la question, on peut comprendre, hein. Et on n'hésite pas à utiliser les patchs, on n'hésite pas à en parler et on réévalue toujours. Même en médecine générale ou en pratique courante de sage-femme pour femmes enceintes, on réévalue le craving. Une consultation de tabac, sevrage tabac, si on ne se voit pas 3-4 fois, c'est un peu court. C'est-à-dire que même une fois que le sevrage tabac en fait, est installé, le patient dit j'ai arrêté de fumer, il faut revoir le patient comme 1 à 2 fois pour en discuter et bien expliquer qu'il y aura toujours des envies de fumer. Pourquoi? Parce il y a une ambivalence. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une modification dans le cerveau, dans le circuit de la récompense qui est là et qui est modifié à vie et qui aura toujours des envies de fumer. Voilà, je m'arrête là. J'espère ne pas avoir été très très long. Merci Walid, du coup, ta présentation était très enrichissante. C'était parfait. Et là, du coup, on va passer la parole à Carole et Sandrine, du coup, qui vont prendre le relais, infirmière tabacologue. Donc, Carole et Sandrine, hop, c'est parti. Je vous laisse prendre le contrôle. Bonsoir, donc je suis avec Carole Rossignol et donc moi-même Sandrine Bernard. Donc nous sommes infirmières tabacologues, c'est-à-dire que donc, nous avons un DU de tabacologie et d'aide au sevrage tabagique et nous proposons des consultations en cabinet libéral. Voilà, donc je voulais voir avec vous donc, le rôle que nous avons dans l'accompagnement. Donc, nous avons pour mission et la compétence d'accompagner le fumeur dans le changement de sa consommation de tabac. Nous pouvons donc repérer le fumeur et l'encourager à l'arrêt. Et effectivement, quand on pose la question régulièrement, et en fait tous les professionnels de santé peuvent le faire aussi, il n'y a pas besoin d'avoir cette formation-là, qui est le conseil minimal demandé en fait aux patients au cours d'un soin même ou d'une consultation, fumez-vous? Et si oui, avez-vous pensé à arrêter? Et cette question, ce conseil minimal peut induire une tentative d'arrêt dans 40% des cas. Donc c'est vrai qu'il il faudrait la saisir. Et effectivement, encore plus là, pendant le mois d'octobre et le mois de novembre, qui est le mois sans tabac. Voilà, donc nous ensuite, dans nos consultations, nous proposons des consultations dédiées avec une évaluation initiale du patient avec un suivi personnalisé.
Et nous faisons effectivement un accompagnement, puisqu'il ne suffit pas d'une seule consultation. Comme le disait le docteur Kassem, c'est quelque chose qui va se faire sur le temps. Et il y a besoin d'au moins 3 ou 4 consultations, voire plus, pour avoir un maintien du sevrage. Donc tout ça en lien avec effectivement les autres professionnels de santé, donc le médecin à qui nous faisons un retour sur nos consultations. Et on peut aussi adresser les patients chez la diététicienne s'ils ont un risque, si la prise de poids est un frein, et aussi une consultation chez un psychologue si on repère des troubles anxieux qui pourraient être gérés par une thérapie. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vais prendre la suite. Donc, on va quand même redire des choses qui ont été dites par le docteur Kassem, mais nous, notre rôle, vraiment, ça va être d'abord de faire une consultation dédiée. Ça, c'est vraiment important, hein. Même si on voit les patients dans des épisodes de soins, on fait des consultations dédiées avec une première évaluation qui est assez longue, une consultation d'environ 1 heure, qui va nous permettre en fait d'évaluer et de faire un bilan de la situation à l'instant T et de mieux comprendre en fait les attentes du patient, de comprendre son environnement, de savoir effectivement quelle est son importance, quelle est l'importance pour lui d'arrêter de fumer. Donc pour ça, on peut utiliser une balance décisionnelle qui va permettre en fait de faire un peu de faire un peu le point sur ce qui est important pour lui dans le fait de fumer, dans le fait d'arrêter de fumer et de se projeter justement dans un arrêt ou une réduction de consommation. On va aussi faire le point sur la confiance qu'il a dans ses chances d'arrêter, parce que c'est quand même très important. Et tout notre travail, ça va être de renforcer cette confiance dans ses chances d'arrêt et de lui donner en fait les outils qui vont lui permettre d'être acteur et de choisir avec lui de manière partagée quel va être le plan qu'on va pouvoir mettre en place. Donc pour ça, on va effectivement évaluer la dépendance. Donc là, on va pouvoir utiliser le test de Fagerstrom, c'est évidemment le plus connu. On va tester aussi en termes de motivation. On va l'interroger sur l'histoire avec le tabac. Comment se sont passés les anciens? Est-ce qu'il a déjà essayé d'arrêter de fumer? Comment est-ce que ça s'est passé? On va pouvoir aussi, même s'il y a une reprise derrière, s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et ce qu'il a réussi, parce que c'est aussi important d'utiliser ces antécédents-là. On va pouvoir faire aussi le point sur les freins à l'arrêt, ce qui va être aussi peut-être une orientation vers une diététicienne si effectivement la question du poids, ça peut être une problématique, sachant qu'on ne mène pas 2 combats à la fois. Donc, c'est aussi important de l'intégrer. On va faire le point avec les co-addictions qui peuvent exister, parce que pour nous, ça va être important de savoir aussi quelles sont nos limites en tant qu'infirmière tabacologue et de réorienter le patient notamment au CHU, en service d'addictologie ou en XAPA, puisque nous, on a aussi l'habitude de travailler en local avec un réseau local et une proximité par rapport au domicile. Hors hospitalier, ça peut être aussi une demande des personnes. On va travailler évidemment sur la motivation au changement et voir avec le patient, une fois qu'on aura fait un petit peu tout ce bilan-là, savoir quel est son projet en termes d'arrêt, en termes de réduction du risque et de faire évoluer grâce à certaines approches comportementales, l'envie effectivement d'arrêter, la motivation à l'arrêt. Donc, on va pouvoir prescrire des substituts nicotiniques puisque depuis 2016, la possibilité, le droit de prescription a été élargi aux infirmiers, mais aussi aux sages-femmes, aux chirurgiens dentistes, aux masseurs kinésithérapeutes et en plus des médecins évidemment. Donc, c'est important de se saisir de cette possibilité, même si ce n'est pas une fin en soi. La prescription, elle découle vraiment d'un bilan, d'une volonté du patient et on a besoin d'un accompagnement parce que dans la gestion des traitements, et le docteur Kassem a vraiment mis l'accent là-dessus, ce qui est très important, c'est le dosage. Parce que, en fait, si on est sous-dosé,
la personne va penser que les substituts nicotiniques, ça ne marche pas. Et si effectivement on interroge la personne sur ses antécédents d'arrêt, elle va dire « mais j'ai pris le patch, mais en fait ça ne marche pas du tout, je l'ai pris pendant 15 jours », alors que peut-être simplement la dose déjà n'était pas la bonne. Donc nous, on a l'habitude de revoir les personnes une semaine après, parce que c'est très important de pouvoir réévaluer la dose, de voir par exemple s'il y a des troubles du sommeil. Parce que par exemple, c'est quelque chose qui va être très difficile pour le patient s'il commence à avoir des cauchemars, lui dire que c'est aussi, on a beaucoup d'informations à donner sur les substituts nicotiniques et de leur dire c'est normal, vous pouvez avoir ça, ça va être temporaire. On peut voir aussi, comme disait le docteur Kassem, s'il y a besoin en fonction de la dépendance d'utiliser des patchs sur 24 heures ou sur 16 heures. Donc toutes ces choses-là, c'est adapté en fonction du ressenti du patient. L'idée, c'est de vraiment prendre les substituts et de prendre le temps. Parce que c'est une habitude qui a été prise et qui a pris des années. Il faut prendre entre 3 et 6 mois minimum de traitement pour que quand même les choses, la personne puisse apprendre à se déshabituer d'un comportement dont elle ne veut plus. Et ça, c'est vraiment prendre le temps. Je rejoins vraiment le docteur Kassem, c'est vraiment un point très important alors que les gens ont envie de quelque chose d'assez rapide. Donc, à la fin de la consultation, il y a une proposition de traitement, une proposition de plan d'accompagnement. Et on va aussi donc beaucoup travailler, nous, évidemment, sur l'entretien motivationnel, qui est une technique de communication qui est vraiment centrée sur le patient et qui va permettre de le faire évoluer justement dans l'ambivalence, d'interroger cette ambivalence et de prendre des décisions qui vont lui permettre en fait de changer de comportement. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui prend du temps aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de consultations dédiées. Ensuite, on va travailler sur la gestion des envies, donc le craving, cette envie irrépressible de consommer, et de permettre au patient en fait, de trouver lui-même des choses qui vont lui permettre de gérer ses envies, mais ça peut être des choses assez simples, mais qui lui permettent de faire face à ses envies de consommer et aussi d'apprendre à repérer les situations qui sont en risque de consommer. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et évidemment, la gestion du stress et de l'anxiété. Donc moi, personnellement, par exemple, je travaille beaucoup avec la cohérence cardiaque parce que c'est important d'expliquer aux gens que la respiration, c'est quand même quelque chose qui permet de se poser et de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde parce que la respiration, c'est quelque chose d'un peu particulier, mais c'est quelque chose qui marche bien. Effectivement, les études ont montré que dans la gestion du craving, pour d'autres choses que de la dépendance du tabac, ça marchait bien. Et surtout, ça permet d'augmenter la sensation d'avoir la main sur la gestion de ses envies. Et ça, c'est quand même important pour aider les patients. Il y a d'autres techniques, mais je pense que Olivier Dumas en parlera, c'est les TCC, qui sont des techniques cognitivo-comportementales. Et parce qu'en fait, on peut travailler aussi avec cet outil-là, parce qu'on est vraiment dans une modification de comportement, dans une situation qui va entraîner une émotion, qui va entraîner des pensées et qui va entraîner le fait de consommer. Donc, ce cercle un peu vicieux, on va pouvoir aussi travailler dessus. Et ça prend du temps, parce que c'est un peu le maître mot, c'est quand même le temps. Et évidemment, un suivi à long terme pour maintenir cette motivation et prévenir les risques de reprise. Donc les bénéfices de cette prise en charge, nous allons effectivement du coup, il faut savoir qu'un patient accompagné par un médecin, une infirmière, aura à peu près 50% de réussite en plus que quelqu'un qui va le faire, qui décide de s'arrêter tout seul. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant ce fait d'être accompagné. Il ne suffit pas d'avoir envie, en fait, hein, c'est vraiment tout un accompagnement. Donc, c'est vraiment bénéfique. Donc, les bénéfices donc, de cet arrêt ou de cette réduction, ce serait effectivement donc, une diminution des maladies liées au tabac, donc des maladies cardiovasculaires en priorité, une réduction des hospitalisations par rapport aux problèmes pneumo aussi,
une augmentation de la qualité de vie. Donc, on peut effectivement, les patients, après, au bout de quelques temps, nous disent qu'ils ont retrouvé le goût, ils ont retrouvé l'odorat. Alors, il y a plein de choses qui ne savaient plus, en fait. Ils étaient tellement habitués comme ça. Et du coup, des nouvelles sensations comme ça qu'on peut valoriser et qui sont des petits bénéfices, mais petits bénéfices par petits bénéfices, voilà, ça donne de la confiance. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un travail à long terme. On essaye de revoir nos patients régulièrement. C'est un peu comme du coaching finalement, essayer de maintenir cette abstinence. Voilà. Donc pour ce faire, donc on vous a parlé des ressources, que ce soit l'orientation vers l'EXAPA, vers les centres d'addictologie. Il y a aussi des ressources en termes de documentation qu'on peut effectivement trouver pour nos patients. Vous avez le CODES à Nîmes qui permet d'avoir des documents qu'on peut laisser dans les cabinets, qu'on peut donner aux patients, parce que des fois, le patient n'est pas ouvert, il n'a pas envie de fumer, mais par contre, on peut très bien lui présenter un document et puis ça va peut-être déclencher quelque chose plusieurs temps après, mais ce n'est pas grave. L'information, elle peut être donnée de différentes manières. Et puis, il y a le tabac et faux services, évidemment, que ce soit par le téléphone, le 3989, ou alors l'espace dédié aux professionnels de santé, qui va permettre en fait de trouver l'information pour dépister, accompagner, conseiller nos patients et surtout voir un petit peu comment faire dans des situations particulières. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Carole et Sandrine, pour votre présentation, les outils, approche thérapeutique, la prise en charge. Voilà, c'était parfait. Je laisse maintenant la parole à Sophie, la diététicienne. Sophie, je te laisse prendre le contrôle. Donc, je me présente, moi c'est Davon Sophie, donc je suis diététicienne. Donc là, le but c'est que je vous parle un petit peu de la prise en charge diététique quand on est en plein sevrage tabagique. C'est une prise en charge qui est quand même très importante puisque on le sait tous, quand on est en plein sevrage, on va prendre un petit peu de poids. Alors c'est physiologique, c'est normal, mais du coup on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Déjà, pour parler d'alimentation, il faut savoir ce que le tabac aura comme impact sur nos comportements alimentaires. Déjà, il faut savoir que quand on fume, on va avoir une diminution de l'appétit. Donc, on va avoir une baisse de la sensation de faim, ce qui va faire que la satiété va être prolongée. La diminution aussi des sensations olfactives et gustatives ont un gros impact puisque du coup, on va moins sentir le goût et les odeurs des aliments, on va moins prendre plaisir à manger. La perte de poids aussi, quand on se met à fumer, quand on fume pendant longtemps, on va perdre du poids. En fait, il faut savoir que la nicotine va augmenter les dépenses énergétiques au repos. Et donc, on va aussi ralentir tout ce qui est stockage de graisse. En général, quand on fume, on va brûler environ 200 calories de plus qu'une personne qui ne fume pas. Donc, c'est sûr, quand on va arrêter de fumer, du coup, on va prendre un petit peu de poids. En diététique, on part du principe que c'est entre 2 et 5 kilos qui est imputé justement à l'arrêt du tabac. Et cette prise de poids, elle sera faite même si on ne change rien à son alimentation, même si on ne se met pas à manger plus, mais ça vient vraiment dû à l'arrêt du tabac, à l'arrêt de cette nicotine. Il faut savoir aussi que quand on fume environ 10 cigarettes par jour, au niveau de la dépense énergétique, ça correspond à 23 minutes de marche ou encore à 15 minutes de natation. Donc c'est vrai que finalement, c'est énorme. Et du coup, quand on va arrêter de fumer, forcément, physiologiquement, on aura cette perte de poids. Du coup, est-ce qu'il faut faire des restrictions quand on veut arrêter de fumer pour éviter de prendre du poids? Non, bien sûr que non. On ne va pas faire de restrictions, on ne va pas faire de régime trop drastique. Déjà, l'arrêt en soi, c'est un réel bouleversement pour l'organisme. Donc, faire des restrictions pour perdre du poids, ce ne sera pas bénéfique. Et en plus de ça, on risque de rendre le sevrage encore plus difficile à vivre. Par contre, l'arrêt du tabac, ça va permettre aussi de retrouver des saveurs
qu'on avait oublié, parce qu'on a vu que ça avait un impact sur tout ce qui est sensation olfactive et gustative. Donc du coup, le fait d'être en plein sevrage, c'est donc le bon moment aussi pour renouer avec l'alimentation et pour rééquilibrer tout simplement son assiette. La priorité, ça reste quand même le sevrage. Donc si l'objectif, c'est aussi de perdre du poids, mais que c'est trop difficile, on ne fera pas de grosses restrictions. Et on va attendre que la personne, elle soit totalement sevrée pour amorcer un petit peu cette perte de poids. Par contre, on va quand même l'accompagner, on va quand même lui apprendre à rééquilibrer son assiette. Par exemple, pour construire son petit déjeuner, il y a 2 façons de le construire. Il y a les petits déjeuners sucrés, comme on fait bien à la française, on a l'habitude avec les tartines, ou alors il y a les petits déjeuners qui sont un peu plus salés, qu'on connaît un petit peu moins en France, c'est plutôt les pays anglo-saxons qui l'utilisent. Mais moi, personnellement, je les préfère aussi plutôt que les sucrés. Alors, si on part sur un petit déjeuner quand même qui est sucré, on va orienter la personne vers une boisson au choix. Le mieux, c'est que ce soit sans sucre, mais comme on dit, déjà, c'est bien, on fait un sevrage. Si c'est trop compliqué d'enlever le sucre, c'est pas grave, on va accorder le sucre. On peut partir sur du thé, sur des infusions, sur du café, du lait, ce que la personne veut. Par contre, on va éviter les jus d'orange parce que ce sont des boissons qui sont quand même très sucrées. Il va plutôt falloir manger un fruit entier. Ensuite, on a quand même le droit à ces petites tartines. En général, ça va être 2 tartines. On va pouvoir mettre une petite garniture, on va pouvoir mettre de la confiture, du miel. Si ça ne suffit pas, on rajoute le fruit. Si ça ne suffit pas, on rajoute un yaourt pour pouvoir bien tenir. Si on part plutôt sur un petit déjeuner qui va être salé, pareil, on aura le droit donc à sa boisson. Là, par contre, on n'est plus sur des tartines, on est plutôt sur des tranches de jambon au choix. Ça peut même être du bacon pour changer un petit peu de temps en temps. Et on va être sur un œuf. En fait, le but, c'est vraiment d'apporter des protéines. Et puis, on le sait, les protéines, ça aide aussi à la synthèse des hormones. Et en fait, ça permet aussi de démarrer un petit peu mieux sa journée sans être trop fatigué. On peut rajouter le fruit quand même s'il y a besoin, ça c'est pas un problème. On va faire selon aussi le besoin de chacun. Forcément, au petit déjeuner, on n'a pas besoin des mêmes quantités. Donc du coup, on va devoir un petit peu calculer les quantités qu'il va falloir. Mais déjà, en refaisant le petit déjeuner, déjà ça structure un petit peu la journée. Hop, ensuite, pour le soir, pour le midi et le soir, on va partir quand même sur la même assiette parce que du coup, je le rappelle, on n'est pas du tout dans un régime restrictif, donc on va faire les mêmes assiettes. On va partir du coup sur une entrée avec une crudité. On a toujours le droit à sa boisson, on a le droit à une tranche de pain pour accompagner tout le long du repas, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, vraiment là, ce qu'il va falloir retenir, en fait, c'est la structure de l'assiette. La structure de l'assiette, elle va être très simple. En fait, vous prenez votre assiette, vous la coupez en 2. Déjà, toute une première moitié d'assiette, ça doit être les légumes. Ensuite, l'autre moitié, on la recoupe en 2, un quart féculent et un quart tout ce qui va être protéines. Hyper important, les légumes, ils aident à la satiété, ils vont apporter des fibres, donc c'est très important de les avoir. On ne néglige pas non plus, s'il vous plaît, les féculents, parce que les féculents, c'est aussi ce qui va apporter l'énergie que la personne va avoir besoin tout au long de la journée. Donc, il ne faut vraiment pas négliger les féculents. Je sais qu'il y en a beaucoup pour perdre du poids, ils enlèvent ces féculents, mais là, ils vont être vraiment indispensables, donc on les garde. Par contre, on les quantifie, un quart de l'assiette, ça suffit. Toujours pareil, si finalement la personne, c'est un petit peu trop compliqué de manger des légumes tous les jours, à chaque repas, on va pouvoir augmenter un petit peu la part de féculents. On va faire un tiers avec les légumes. Mais par contre, il ne faut pas que les féculents, ce soit l'assiette complète. Il va falloir quand même un petit peu rééduquer la personne et lui dire non, il faut quand même des légumes à chaque repas. Au niveau du dessert,
On part sur un laitage ou sur un fromage selon les préférences. On peut rajouter un fruit et voilà, on a quand même cette tranche de pain tout simplement. J'aimerais aussi faire une petite aparté pour les femmes, parce que le tabac chez les femmes, c'est quand même très important. Quand on fume, chez une femme, l'absorption de la vitamine B9, elle va être diminuée. Donc déjà, pour une femme enceinte, c'est vrai que on ne va pas lui conseiller d'arrêter du jour au lendemain de fumer. On le sait, ça a trop d'impact au niveau psychique. Par contre, on va lui demander de diminuer les doses. Et du coup, il va falloir s'enrichir en vitamine B9. On sait que chez une femme enceinte, la vitamine B9, c'est primordial. Il en faut. Pour ça, on va aussi agir du coup sur l'alimentation. Effectivement, on va enrichir du coup son alimentation en vitamine B9 par le biais, par exemple, des épinards, des choux, des salades. En fait, c'est tout ce qui va être légumes verts. Donc ça, c'est riche en vitamine B. Ce qui est courant pendant le sevrage tabagique, en fait, ce sont les fringales. Effectivement, la personne ne fume plus, donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va grignoter, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut occuper la bouche. Donc, les petits conseils pour éviter un petit peu ces fringales, surtout que quand on arrête la nicotine, il y a une augmentation de l'appétit, donc du coup, on va aller vers des fringales. Donc, ces petites règles, elles peuvent être simples a priori à suivre, mais pour quelqu'un qui est en plein sevrage, ça reste dur. Tout simplement lui dire, bon, il faut éviter de sauter des repas. Même si j'arrive le soir et que j'ai pas trop faim et que je me dis, bon, ben, je peux tenir jusqu'au lendemain, non, on évite. Parce que le fait de sauter un repas, eh ben, au prochain repas qu'on va faire, on aura tellement faim qu'on va manger en plus grosse quantité que ce qu'on aurait dû faire. Donc, on évite vraiment de sauter ces repas. Ensuite, ça paraît bête, mais le fait de faire ses courses le ventre plein, ça permet aussi de ne pas acheter les petits biscuits, les petites cochonneries qu'on a l'habitude d'acheter, qui nous fait plaisir. Et souvent, c'est quand même très gras, très sucré. Donc, le fait de faire les courses le ventre plein, ça va éviter ça. Consommer des produits qui vont être riches en fibres et ça de façon quotidienne, en fait, ça va aider à la satiété. On va aussi limiter les aliments gras et sucrés. En fait, ce sont des aliments qui vont stimuler les papilles gustatives et donc qui vont provoquer une sensation de plaisir immédiate. C'est ce qui va être très recherché d'ailleurs chez les personnes qui sont en sevrage parce que ça permet aussi de combler ce manque. Les pâtisseries, les jus de fruits, la charcuterie, les chips, les produits industriels, tout ça en fait, ces personnes-là vont les consommer parce que pour elles, ça va vraiment combler ce manque. Bon, ben, je ne fume plus, donc je me fais plaisir autrement. C'est pour ça, tout à l'heure que je vous ai dit pour le petit déjeuner, bon, ben, si dans sa boisson, par exemple son café ou son thé, elle veut mettre du sucre, on ne va pas lui interdire. Bien sûr, elle va pouvoir mettre son sucre parce qu'elle a quand même besoin de petits plaisirs dans la journée. Effectivement, si elle veut dans la journée, voilà, si le sucré c'est vraiment quelque chose qui va l'aider dans son sevrage, on va lui quantifier, on va lui dire bon ben ok, ben, tous les jours tu auras le droit à un biscuit. Par contre, il faut quand même voilà se limiter, se dire ok, j'ai droit à temps, il ne faudra pas que je dépasse, ce sera mon petit plaisir de la journée. Ensuite, consommer des fruits et des légumes, ça c'est très riche en fibres, ça aide à la satiété, et en plus de ça, c'est peu calorique. Donc ça, vraiment, on y va. Alors on ne tombe pas non plus dans l'excès au niveau des fruits, ça reste quand même très sucré, mais justement, le sucre, ce que ça va apporter, hop, du coup, sensation de plaisir. Et boire régulièrement, on va être sur, en général, on dit 1,5 litre, 2 litres, 2 litres d'eau, c'est mieux. Surtout que le fait de boire, ça va remplir aussi l'estomac et ça fait comme une petite satiété. Du coup, on a le ventre plein, on a moins faim. Il faut s'autoriser quand même des plaisirs pour éviter
toute frustration, parce que déjà, c'est dur. On est en plein sevrage. Si en plus de ça, au niveau alimentaire, je me fais des restrictions, ça va pas aller. Donc, on se laisse aller à quelques petits plaisirs alimentaires, mais sans tomber dans l'excès. C'est pour ça que du coup, un suivi, c'est important, parce que c'est avec la diète qu'on va du coup pouvoir se lister les petits plaisirs qu'on a le droit. Et puis le fait d'avoir un suivi, on se dit, bon, j'ai des comptes à rendre, donc il faut quand même que je fasse attention. C'est primordial lors d'un sevrage tabagique d'être accompagné du coup par un professionnel de l'alimentation, que ce soit les diététiciennes ou que ce soit les médecins nutritionnistes, parce que justement, on va pouvoir aider à limiter cette prise de poids et se donner toutes les chances de réussir dans son sevrage tout en se sentant mieux dans son corps. Merci beaucoup, Sophie, sur le rappel et l'importance des bonnes pratiques sur le plan nutritionnel et le suivi qui est vraiment capital sur Oui. le sevrage tabagique. Je te remercie pour ton intervention. Je vais laisser la parole maintenant à Olivier Dumas, psychologue. Merci. Bonsoir. Du coup, mon intervention se voudra complémentaire de celle des autres intervenants, diététiciennes, infirmières, médecins. Donc, pour ma part, je suis psychologue et je suis plus particulièrement spécialisé en thérapie cognitive et comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les situations que nous rencontrons, nous ressentons des émotions et nous avons des pensées qui sont en lien avec ces émotions. Et par la suite, tout cela déclenche des comportements. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est effectivement travailler sur un comportement qu'on veut changer, qu'on veut modifier. Et ici, ça va être la question du tabac. Alors, je travaille en plusieurs étapes. Donc, moi, en général, je travaille, alors je précise que je travaille en libéral. Et du coup, quand le patient vient me voir, il a déjà cette demande. Et du coup, le premier entretien, ça consiste à construire l'alliance thérapeutique, bien sûr, mais aussi à faire l'histoire du trouble, l'histoire de la dépendance, l'histoire du patient et du tabac. Ça m'intéresse aussi parce que ça permet de faire des liens, ça permet de voir s'il y a des comorbidités, excusez-moi, s'il y a d'autres produits auxquels le patient est dépendant, et aussi à quel moment est apparue la dépendance. Ça peut être intéressant si c'est dans une période de vie un peu spéciale. Ça peut être à l'adolescence pour faire la fête avec les copains. Ça peut être aussi suite à un événement de vie difficile, une rupture. Et ça permet de faire des liens avec potentiellement des problèmes en termes d'humeur ou d'anxiété. Alors, une fois qu'on a fait ce premier travail, je vais revenir sur un élément qui a été abordé précédemment. C'est l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel, c'est extrêmement important parce qu'on vous a déjà parlé d'ambivalence. Et alors, l'ambivalence, avec mes mots, c'est le fait effectivement d'avoir ces deux petites voix dans notre tête. On a une voix qui nous dit non, mais c'est pas bien de fumer, il faut que j'arrête. Et puis, il y a cette deuxième voix qui est on y prend du plaisir, c'est agréable quand on fait la fête avec les copains, avec le café du matin. Et ça, c'est important de le poser. C'est important de le poser et encore une fois, tous les éléments qui vont être inclus dans cette balance décisionnelle doivent venir du patient. On a parfois envie de lui souffler quelques réponses. Pour autant, c'est au patient qu'appartient cette décision, pardon. Et du coup, tous ces éléments-là doivent venir de lui. L'idée, c'est de faire, on peut le couper en 4. Il y a un avant-après et il y a des avantages et des inconvénients. L'idée, dans un premier lieu, c'est de faire un état des lieux de qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le patient fume. Et il y a des avantages à ça. Il faut les lister, il faut en être conscient parce qu'on sait qu'on va devoir travailler avec. Et l'idée, c'est que si votre patient vient vous voir aussi à cause de ça, c'est qu'il y a des inconvénients à fumer. Et ça aussi, c'est un outil important. Ça aussi, on peut s'appuyer dessus. Ça peut être la santé, on évoque très très souvent le prix. Très souvent, ça me coûte trop cher, je n'en peux plus. Et puis aussi, ça peut être en lien avec l'entourage, les proches, l'épouse, les enfants.
Et ça, c'est la première étape, c'est de dire aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce qui fait que je fume? Et enfin, la deuxième partie de cette balance décisionnelle, le deuxième élément de cet entretien motivationnel, ça va être de dire, de se projeter dans le futur, de se dire, et si je ne fumais pas, comment serait ma vie? Qu'est-ce qui serait mieux? Et éventuellement aussi réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je perdrais en arrêtant le tabac. Il faut avoir aussi ces questions-là en tête parce que ce patient-là aussi peut avoir des questionnements typiquement en lien avec l'alimentation, de dire ouais, mais si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids. Ça aussi, ces questions-là, elles doivent être abordées durant cet entretien motivationnel. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est quelque chose qu'on va poser et sur lequel on reviendra par la suite. C'est-à-dire c'est mouvant, ça se déplacera et potentiellement c'est un entretien qu'on peut réévoquer, réévaluer tout au long de la prise en charge. Bien, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer à notre patient? Alors, en troisième lieu, il y a faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. C'est en lien avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire dire, il y a des situations où je ressens des émotions. Alors ça peut être l'anxiété, ça peut être le craving dont on a déjà parlé. Et cette situation et ces émotions-là vont avoir, chez moi, vont provoquer des pensées qu'on appelle pensées automatiques. Les pensées automatiques, ça va être des pensées de type pensée permissive. Oh, allez, juste une cigarette, celle-là, j'y ai droit. Et c'est ce qui fait qu'on va fumer une cigarette. Dans un premier temps, on va analyser toutes ces situations-là, voir avec le patient ce qui fait effectivement que cette situation déclenche une émotion associée à une pensée qui fait que j'ai ce comportement, fumer une cigarette. Et une fois qu'on a fait ça, on va proposer des alternatives, on va proposer des prises en charge. Sur le plan comportemental, ça a été déjà évoqué, il y a toutes les techniques de relaxation, Schultz, Jacobson. On a aussi parlé de cohérence cardiaque. J'aime bien la cohérence cardiaque, moi aussi. Ce sont des exercices de contrôle respiratoire que vous pouvez faire au début en séance avec le patient. Vous les faites avec lui. Et qui sont assez simples à mettre en place. Potentiellement, il existe même des logiciels qu'on peut installer sur son téléphone. On a le téléphone sous les yeux et on fait l'exercice en regardant son téléphone. Donc, ça peut être très intéressant justement parce que c'est relativement simple à mettre en place. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, ce sont les techniques cognitives, des techniques dites de restructuration cognitive. L'idée, ça va être de travailler sur toutes les pensées automatiques, toutes les pensées permissives, toutes ces petites pensées qui font que, allez, c'est mon petit plaisir, j'y ai droit. Toutes les croyances qui font que on imagine, ou en tout cas on a dans un système de pensée, l'idée c'est que c'est impossible, moi j'y arriverai pas. Et il existe effectivement des stratégies, des techniques qu'on peut mettre en place avec notre patient pour réfléchir à penser le monde différemment. Et enfin, alors pour terminer, pour aller un peu plus vite, pour conclure, l'idée, ça va être de consolider ce qui a pu être mis en place et de réfléchir à potentiellement la prévention de la rechute, voire même parfois aussi de l'accompagner, parce que comme ça a été dit précédemment, c'est un travail de longue haleine et ça peut être un travail sur le long terme. Et parfois aussi, ça peut consister à accompagner un patient qui a rechuté et à l'aider à reprendre le processus de la prise en charge. Voilà, ben j'ai terminé et je crois que ça va être l'heure pour les questions et les réponses, me semble-t-il. Oui, merci beaucoup Olivier pour ton intervention. En tout cas, merci à toutes et tous parce que c'était très intéressant. Moi, j'ai appris des choses. Donc, c'est chouette. Ce que j'en retiens, en tout cas, c'est que c'est une démarche qui est vraiment pluridisciplinaire, qui est longue et qui nécessite vraiment que le patient soit suivi et accompagné
tout au long de son sevrage pour qu'il soit le plus réussi possible en tout cas. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions aux intervenants qui répondront avec plaisir dans le petit encart Q&R qui est en haut de votre écran. Moi, j'avais des questions pour Sandrine et Carole. Vos consultations de tabacologie, vous avez des journées dédiées ou vous les calez dans vos journées de travail pour savoir comment est-ce qu'on peut vous adresser des patients si on en a besoin? Alors en fait, je pense que Sandrine, c'est un peu pareil. On adapte vraiment en fonction de la disponibilité des patients. Effectivement, on arrive à le caler dans nos tournées. Moi, personnellement, je propose beaucoup le soir. Je peux même, en termes de suivi aussi, faire des suivis par téléphone quand les choses sont quand même bien axées, voire des consultations par téléphone entre deux consultations en présentiel. Mais vraiment, moi, j'adapte en fonction des possibilités des patients. Des fois, c'est entre midi et 2. Moi, c'est pas. Oui, moi aussi. Donc, c'est préférentiellement les lundis, mardis, parce que ce sont des jours où je ne travaille pas sur mes tournées. Et après, ça peut être effectivement pendant mes moments de pause. Et je propose aussi à mes patients de les appeler régulièrement pour savoir où ils en sont et s'il y a un souci, pour consolider toujours, parce que je pense que c'est vraiment du coaching, quoi. Voilà, leur dire ce que vous avez fait, c'est bien. Il faut vraiment beaucoup valoriser parce que c'est un gros effort. Je pense vraiment que c'est pas juste une envie d'arrêter, quoi. Ça va au-delà. On l'a bien vu à tout le monde. On sait que c'est difficile, voilà. D'où effectivement l'accompagnement est vraiment très très utile. Ah non, c'est sûr. Merci. J'avais une autre question moi du coup pour Walid. Comment est-ce qu'on peut vous adresser des patients, notamment au CHU en addicto et tabaco? On peut simplement dire aux patients d'appeler sur le service addiction ou CHU de Nîmes. Au CHU de Nîmes, effectivement, il y a le médecin tabacologue, il y a l'infirmière tabaco, il y a une psychologue qui s'occupe de tout ce qui est anxiété, dépression, il y a aussi une diététicienne. Donc en fait, l'idée, c'est proposer. Alors, c'est vrai que on reçoit les gens. Moi, on a la facilité de facilement envoyer vers les psys et vers la diète, quoi, en fait. Voilà, donc du coup, c'est assez simple en fait, hein. Il y a des places, il y a de la place, c'est pas un souci. Les créneaux, ils sont pas à 3 mois, ils sont à 1 semaine, 2 semaines. Il y a de la place. La première consultation dure 1 heure, celle d'après dure une demi-heure, pareil. Et comme Carole et Sandrine, donc du coup, c'est quand même assez. Il y a une belle offre en fait là-dessus. Avec tout ce que parfois, en fait, des patients, on a des groupes d'affirmation de soi, des groupes de gestion des émotions. Et quand les patients, parfois, ne vont pas facilement chez les psychologues, on peut proposer des groupes de gestion des émotions. Après, ça peut coller, des fois ça accroche, des fois ça accroche pas. Souvent, on a quand même des bons résultats là-dessus, quoi, en fait. Non, mais c'est sûr, après, il y a quelque chose à penser pour les MSP, c'est de faire comme des ateliers Ah oui, mais c'est une très bonne idée, de sevrage tabagique avec diététicienne, infirmière, psychologue et coach APA. Lénie, honnêtement, comme je te disais, je consulte encore en médecine générale et il n'y a rien d'extraordinaire en fait. C'est largement faisable au sein des MSP, mais largement, sans problème en fait, hein. Bon, super. En tout cas, merci à tous parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Carole, Sandrine, Olivier, Sophie et Walid. Je salue l'initiative. Encore une fois, bien joué. Merci à vous. Et c'est important. Et j'ajouterai le mois sans tabac arrive au mois de novembre. Donc ça aussi, faut en profiter. Oui, c'est en octobre qu'on recrute. Ouais. Pour pouvoir entamer la démarche en novembre. Et moi, je voudrais saluer aussi la démarche parce que je trouve que c'est vraiment important de voir une action commune entre la ville et l'hôpital. Ouais.
Donc, merci au docteur Kassem parce que je pense que ça nous donne aussi un peu plus de liens et de visibilité sur ce qui est proposé par les uns et par les autres au service du patient. Donc, je trouve que c'est une belle initiative cette soirée. Merci. Bon, ben, on va pouvoir se quitter là-dessus. Bon repérage à tous et bonne initiation des sevrages tabagiques dans vos cabinets respectifs et au CHU. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci à Eric aussi. Bonne soirée. Bonne soirée.